Bienvenue dans Hebdo Santé sur Média. Vous avez déjà entendu parler du péril fécal? Certainement oui, mais sans plus. Eh bien, dans ce magazine, nous vous en dirons davantage sur le péril fécal, les maladies qu'il provoque et comment les prévenir. Des invités, comme toujours, avec moi, Dr Guy Roland-Allo. Vous êtes médecin homéopathe, spécialiste assainissement des pathologies et président de l'ONG Médecins de Prévention, une organisation qui a pour mission la prévention des maladies et la promotion donc de l'éducation à la santé. Bonjour docteur. Bonjour cher ami. Alors c'est la première fois qu'on vous accueille donc sur le plateau d'Hebdo Santé et nous en sommes très honorés. Merci. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Alors également avec nous monsieur Villa Bob Trevor que nous retrouvons encore avec beaucoup de plaisir. Bonjour monsieur Villa. Bonjour cher Stache. Alors vous êtes chercheur en système d'information et référent télémédecine, également directeur général Afrique de la clinique connectée de l'Institut Pierre Delbé France et du laboratoire Pierre Delbé Research. Merci encore tous les deux d'avoir accepté donc de nous parler de ce sujet assez pertinent qu'est le péril fécal. Nous allons déjà commencer par une définition assez simple. Qu'appelle-t-on péril fécal? Merci beaucoup pour l'occasion que vous nous ferez ce matin. D'abord, le péril fécal. D'abord, péril, ça veut dire danger. Fécal, ce sont les excréments. Et excréments. La définition, allons-y simple. Excréments, ça veut dire quoi? Les excréments, ce sont un terme global qui veut dire caca. Des déchets humains. Des déchets humains, voilà. En parenthèse, ce sont les déchets humains qui peuvent contaminer comme qui ne peut pas aussi contaminer. D'accord, d'accord. Alors, en quoi est-ce que le péril fécal est un problème? D'abord, c'est un problème parce que ça crée pas mal de pathologies, pas mal de maladies dans notre société. Et aussi, ça revient en même temps comme problème de santé publique. Ah bon? Oui. Est-ce qu'il y a des chiffres qui permettent de détailler ce que vous venez de dire? Oui. Je prends le cas, par exemple, en 2010 et jusqu'à maintenant, nous avons des cas de mortalité très élevés non seulement en Afrique et particulièrement aussi en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que ça se ressent dans les consultations que vous recevez à la clinique connectée, M. Villard? Bien sûr. En règle générale, c'est dans le milieu des élèves qui arrivent très souvent, les enfants entre 7 ans et 9-10 ans, qui arrivent souvent pour des questions de diarrhée, qui arrivent souvent pour des questions de pathologies, des questions simples qu'on aurait pu traiter en amont. Les enfants arrivent, le corps qui chauffe et qu'on pas découvrir que l'enfant fait des diarrhées et qu'on demande souvent à la maman, et la maman dit ça fait plusieurs jours que l'enfant fait de la diarrhée. Mais quand on fait l'exploration, on se rend compte que l'enfant a été exposé à un certain nombre de comportements hygiéniques qui n'étaient pas adaptés. D'accord. Voilà. Alors, docteur Guy a parlé donc, comme on dit ça déjà, d'excréments, définissant le péril fécal. Alors, quel est le lien? Est-ce que c'est lorsque l'enfant ou la personne manipule les excréments, les déchets humains, qu'il y a infection? Le parcours, il est simple. Lorsque vous allez dans les toilettes et que vous finissez vos besoins, que vous avez touché quelque part volontairement ou involontairement à vos excréments, et que de là vous êtes sorti, que vous avez touché à un aliment, sans vous laver les mains, vous avez touché un aliment et que cet aliment est passé par la voie buccale et que c'est parti dans l'estomac, il va se trouver qu'il y a des éléments qui peuvent
qui sont susceptibles de créer des problèmes de santé. D'accord. Voilà, tels que la diarrhée, le choléra, voilà, et un certain nombre de choses comme ça. D'accord. La diarrhée, le choléra, il y a bien d'autres maladies, il y a bien d'autres pathologies provoquées par le péril fécal, docteur? Oui, il y a aussi la dysenterie. Ah. Il y a la dysenterie aussi qui est provoquée par le péril fécal. En fait, le péril fécal regroupe aussi l'ensemble des maladies contagieuses transmises par le manque d'hygiène. En fait, c'est le manque d'hygiène qui entraîne toutes ces différentes pathologies. Mais à l'œil nu, nous ne voyons pas le microbe. Mais il se prolifère dans toutes ces zones-là, telles que zones de transmission, le sol, les aliments, et puis aussi nous avons aussi les fruits et les légumes. Et dès l'instant que les aliments ou entre matière fécale aussi animale. Bien sûr. Donc une fois que vous êtes en contact direct, automatiquement c'est parti. Vous pouvez avoir la contamination par les mains sales, et dès l'instant que vous n'avez pas pu avoir le temps de laver les mains avant de consommer quelque aliment, automatiquement vous prenez le microbe. Et une fois qu'il se retrouve dans l'organisme, il fait des dégâts énormes. Alors j'ai posé la question tout à l'heure de la problématique que pose le péril fécal dans nos sociétés africaines. Est-ce que c'est le fait, vous avez parlé du manque d'hygiène, parce que le péril fécal également, on peut retrouver ça dans la nature. Alors quel est le véritable problème que pose le péril fécal dans nos sociétés? Est-ce que c'est parce que on manque d'hygiène? Est-ce que c'est parce qu'on défèque un peu dans la nature? Quel est le véritable problème? Le problème est que la population n'est pas informée. En fait, le véritable problème, c'est que la collectivité qui doit faire le travail, et nous qui sommes de la santé, nous ne faisons pas le travail véritablement. Sinon, en réalité, pour éviter ce mal, c'est un fléau en même temps qui persiste, c'est que nous devons dire comment vous devez entretenir votre environnement. Ça, c'est au niveau de l'environnement. Au niveau aussi de l'alimentation. Parce que, par exemple, nous prenons un peu en milieu scolaire. Les enfants de 5 ans jusqu'au-delà, on ne les enseigne pas comment il faut entretenir l'environnement. Et puis aussi comment il faut se nourrir. Voilà. Donc, la transmission d'abord passe d'abord par l'alimentation, par le sol, et puis aussi par l'eau, l'eau que nous consommons. Donc, tous ces facteurs favorisent déjà le péril fécal. Donc, en amont, il faut que nous enseignons, nous faisons la prévention. Et c'est l'objet pour lequel nous sommes là. Et aussi, c'est la création, c'est partant de ce constat que l'ONG Médecins de Prévention a vu le jour. Monsieur Villa a mis un peu l'accent sur les jeunes, les élèves. Alors, est-ce que, je vais dire, il y a une cible qui est véritablement exposée du fait du péril fécal? Bon, c'est pas seulement les jeunes, tout le monde est exposé. Tout le monde. Je veux dire qu'il y a une frange qui est plus exposée. Oui, effectivement, les enfants de 5 ans, à partir de 5 ans, il y a aussi les femmes enceintes et puis les vieillards. Voilà. Mais en Comment est-ce général, que vous expliquez ça? Bon, les enfants... Que les vieillards, les femmes enceintes, les enfants. Parce qu'ils sont exposés, ils sont très vulnérables. Voilà, ils sont très vulnérables. Les femmes enceintes, déjà, elles sont déjà en phase je vais dire non, en phase même de la grossesse. Donc, il faut veiller en sorte que non seulement eux-mêmes, et y compris aussi le bébé, qu'importe. Maintenant, au niveau des vieillards, parce que les vieillards sont déjà en âge de seniors. Donc, ce sont cette tranche qui favorisent, qui font que nous expliquons et nous disons que si rien n'est fait, si nous ne faisons pas la prévention, c'est que ça ne sera pas bon. Que le taux de mortalité sera toujours élevé. Alors que nous voulons régresser. On parlera justement de prévention au cours de cette émission, parce qu'il faut qu'on sache un peu comment est-ce qu'il faut éviter qu'il y ait contamination, puisque la personne est à l'abri. Même si on assainit donc notre milieu, mais par mégarde, comme l'a dit M. Bob, en sortant donc des toilettes, on ne sait pas comment est-ce que par mégarde, si on a mal manipulé donc les outils, on peut être contaminé. Alors, le sujet est tellement important que vous, au niveau de la clinique connectée et médecin de prévention, vous avez donc signé récemment un partenariat
pour sensibiliser. Alors, au niveau de la clinique connectée, vous, quelles seront donc vos actions dans ce cadre-là? Oui, donc nous avons été 3 partenaires à fédérer nos forces. Les Dream médecins, qui sont des médecins comme on le dit, de la L5 jusqu'à la L7, qui sont dans des CHU et des CHR. Et ceux-là, donc, avec médecins de prévention, ce sont des hommes de terrain. Et nous apportons la nouvelle technologie aux besoins, à l'accompagnement du parcours de soins et du parcours de santé. Donc, globalement, notre rôle, puisque nous sommes beaucoup plus dans le parcours de santé qui englobe la médecine hospitalière et de proximité, alors nous produisons des didacticiels à leur cible. Par exemple, pour les élèves, nous produisons des didacticiels en fonction du niveau scolaire. Ça va être quoi comme didacticiel? C'est quoi? C'est des images. Des images avec du son. Voilà, des vidéos que nous mettons à la disposition des élèves sur notre site. Il suffira simplement d'avoir l'information. Eux, ils passent en amont, donner l'information éducative aux élèves dans les établissements, et par la suite, pour ne pas qu'une fois la formation et l'information achevée, que les gens retournent à leurs anciennes habitudes, il leur faut un rappel. Et donc la piqûre de rappel vient à travers l'application. Amina, par exemple, qui leur dit, quand ils posent des questions, Amina leur répond. Est-ce que si je ne mange pas, si je ne me lave pas les mains et que je sors des toilettes, qu'est-ce qui peut m'arriver? C'est pratique, il va leur répondre. D'autre part, on leur met à disposition, donc comme j'ai dit, des didacticiels qui les conduisent comme ils ont l'habitude de suivre comment on appelle ça, les dessins animés, voilà, les dessins animés, et qui vont leur montrer le parcours du comportement. Donc ça va illustrer par exemple que le fait de sortir des toilettes, voilà le comportement. D'abord, qu'est-ce qui a causé le problème? D'accord. Et à partir de là, comment la personne va être prise en charge, les difficultés auxquelles la personne va être confrontée, et par la suite, quand la guérison arrive, comment prévenir pour la prochaine fois. Et quand on n'est même pas encore contaminé, comment prévenir les maladies. Voilà à peu près comment nous contribuons à l'éducation de la population aux côtés des médecins de prévention, aux côtés des Dream Doctors qui ont à cœur de répondre toujours présent dans le système du parcours de santé, du parcours de soins. Alors, vous avez parlé donc de l'application Amina. Oui. Est-ce que c'est évident que les jeunes aillent forcément sur cette application? C'est vrai que quand on est en quête de santé, il n'y a pas de problème. Mais là, est-ce qu'il ne faut pas aller prendre les jeunes là où ils aiment les TikTok, les applications assez populaires comme TikTok, comme Facebook, leur passer l'information? Oui, justement. Étant donné que là, nous sommes dans l'éducation. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des outils, ce sont des réseaux sociaux très fréquentés. Tout à fait. Et nous ne faisons pas l'économie d'en utiliser. Ah d'accord. Voilà. Nous développons des applications mobiles et nous utilisons ces canaux-là pour éduquer. Et pour les rediriger certainement pour les rediriger vers l'application. Pourquoi voilà, pas? Voilà. Alors, dans la même veine, médecin de prévention, qu'est-ce que vous allez faire concrètement dans le cadre de la sensibilisation? On a parlé de prévention tout à l'heure, on va y arriver, les mesures pratiques, mais déjà dans le cadre de ce partenariat, de cette lutte, vous, quelles seront vos actions? Merci beaucoup. Nos actions, d'abord sur le terrain, c'est d'informer. Informer la population en leur inculquant la méthode à suivre. D'accord. Vous partez vers la population, comment vous faites? D'abord, nous leur disons que vous êtes déjà... il y a une maladie
qui est déjà présent. À quel moment vous leur dites vous les trouvez dans leur milieu, c'est ça? Oui, ça veut dire que nous choisissons, par exemple, une entreprise, le marché, les gares routières. Le marché, un peu de tout, mais seulement que nous avons une cible déjà connue. Et lorsque nous partons vers eux en adressant un courrier pour leur dire non, que tel jour nous venons pour vous parler de telle pathologie et de telle maladie. Et une fois qu'ils sont d'accord, on fait un couplage et puis maintenant nous lançons le message. Et lorsque nous lançons le message, en même temps, nous leur disons que tous ceux qui sont dans ce cas, ou les cas suspectés, nous les orientons dans les centres de santé. D'accord. C'est comme ça que... Et effectivement, les gens se rendent compte que ces comportements-là, dont ils n'avaient pas grande information, sont préjudiciables à leur santé. C'est au cours de ces campagnes-là d'information et de sensibilisation-là que une bonne frange de la population se rend compte que ces comportements sont effectivement préjudiciables. Alors, docteur Guy, est-ce que vous avez commencé la campagne? Est-ce que vous sentez de l'engouement? Est-ce que les populations, les jeunes vous posent des questions? Est-ce que les gens veulent savoir? Oui, nous avons déjà commencé au niveau de la gare routière. Et oui, effectivement, les gens nous posent des questions pour nous demander comment faire, comment prévenir, comment faire pour éviter cette maladie. Et nous leur disons que la conduite à tenir, c'est le lavage des mains. La conduite à tenir, dès que vous sentez un mal, allez-y, on les oriente dans un hôpital dont le médecin ou le corps médical s'occupe d'eux. Par exemple, cette année, nous avons fait un programme que nous avons appelé éducation-prévention. Pourquoi? Parce qu'il faut éduquer. Il faut éduquer, il faut prévenir. Éduquer, dites le comportement, la communication pour le changement de comportement. Et comment faire pour ne pas que ce mal encore rebondisse au sein de la communauté. Ben déjà, nous y sommes déjà en matière d'éducation. Qu'est-ce que la population doit savoir? Simplement, c'est le changement de comportement. Le changement de comportement en faisant quoi? En faisant, c'est-à-dire qu'à chaque prise, à chaque sortie des toilettes, il faut laver les mains. Avant de manger, ça doit être systématique. Systématique. Et ça, nous avons mis beaucoup plus l'accent dessus pour éviter les maladies telles que la diarrhée, le choléra, la dysenterie et d'autres pathologies. Il faut forcément laver les mains. D'accord, donc on va noter en 1 le lavage des mains. Quand le lavage des mains systématique quand on sort des toilettes. D'accord. Et avant de manger. Avant de manger. D'accord. Et dès l'instant que vous voulez prendre aussi des fruits, il faut forcément laver ces fruits. Voilà, il faut forcément laver ces fruits avant de les consommer. On les lave comment? De quelle manière? Il y a plusieurs manières de laver. Est-ce qu'on les lave avec du javel? Je sais pas. Comment on les lave? Oui, bon. On les lave simplement avec du javel. Vous mettez un peu quelques gouttes dans l'eau. D'abord, le javel est le premier recours. Mais le deuxième recours, c'est l'eau chaude. L'eau bouillante. D'accord. Voilà. C'est le deuxième recours. Quelle est la quantité, l'eau de javel? La quantité, c'est juste quelques gouttes. Quelques gouttes. Quelques gouttes. Vous prenez au moins 2 gouttes ou bien 3 gouttes en fonction de ce que vous voulez. De la quantité d'eau que vous mettez dans la bassine. Si vous voulez, mettez dans la bassine. Maintenant, nous avons aussi mission de sensibiliser aussi les vendeuses. Oui, les vendeurs de ces fruits-là. D'accord. Nous disons, voilà comment vous devez utiliser. Tout fruit que vous voulez vendre, il faut les laver. Même les bouillons qu'ils utilisent pour presser, nous leur disons forcément, il faut laver. Est-ce que vous faites un tour dans les restaurants pour sensibiliser également les restauratrices? Oui, et puis aussi les vendeuses ambulantes aussi, nous les sensibilisons. Parce que notre mission, c'est la prévention. Nous ne voulons pas que le taux de mortalité soit élevé. Nous voulons régresser ce taux de mortalité de telle sorte que les gens vivent longtemps. Ça, c'est notre mission. Maintenant, la deuxième mission, c'est la promotion. La promotion de l'éducation. Il faut permettre à la population de connaître l'importance de l'éducation, en ce qui soit en milieu scolaire comme en milieu collectif ou sociétal. Voilà. Donc, l'accent est plus mis sur la prévention, mais en même temps sur l'éducation et surtout la santé, parce que la santé n'a pas de prix, comme nous le disons, mais c'est un coût. On peut toujours pallier. Voilà. D'accord.
Donc, c'est plus ça. Monsieur Villard, alors vous avez donné des idées originales tout à l'heure, très intéressantes. Alors comment vous allez, je vais dire, matérialiser cela? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une façon de diffuser ces messages-là pour pouvoir accrocher effectivement ces jeunes-là? Je veux parler du contenu. Oui, vous savez, pour emmener quelqu'un à vous écouter, il faut déjà l'attraper par ce qu'il aime. D'accord. Et donc, tout à l'heure, on a évoqué les réseaux qu'il fréquente. Ensuite, il faut que les thèmes les intéressent. S'ils ont, un appât qui permet de les accrocher, c'est cela. On se rend compte au cours des tournées là que beaucoup de personnes ne se rendaient pas compte que les gens ont pensé que c'était au cours de la pandémie du Covid là qu'il fallait se laver les mains régulièrement pour éviter un certain nombre de choses. Ils ne savent pas que c'est un comportement qui devait rentrer dans leur culture sanitaire. Et donc, il faut leur dire que ça ne se limite pas seulement qu'à cette période-là. Et toutes les fois que donc quelqu'un on peut commencer par là et on les emmène à découvrir beaucoup d'autres éléments intéressants derrière. D'accord. Et comme aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ce sont les smartphones, alors on leur envoie l'information à travers des SMS, à travers des visuels, et que ces visuels-là deviennent pour eux des éléments de loisir. Alors, je voudrais insister un peu. Est-ce que dans ces messages, on va mettre en avant, par exemple, les conséquences du péril fécal ou des maladies liées au péril fécal? D'après les jeunes eux-mêmes, ils disent que conséquences conseillent. Donc, quand on communique, oui, on montre tout de suite que quelqu'un qui était en train de partir tranquillement, vaquer à ses occupations, mais la diarrhée ne va pas lui permettre d'être serein dans le baka. Bien sûr. Donc, s'il avait eu le bon soin de se laver les mains et qu'il avait cette connaissance-là, il serait certainement passé à côté. Bien sûr. Mais il est allé plein dans le mire parce que, justement, il est sorti des toilettes, il n'a pas eu le temps de prendre soin de l'élément qui va lui servir après de courroie de transmission à la nourriture. Et voilà, il est malade. Donc tout repose essentiellement donc, sur l'hygiène. L'hygiène est essentielle. Essentielle. Oui. À commencer donc par le lavage des mains. Voilà. Parce que là-bas, on va créer des nids de bactéries. Voilà. Tous les éléments se réunissent là-bas pour justement défavoriser notre bien-être. Bien sûr. Alors, on va laver les mains quand on sort des toilettes, mais il y a également notre environnement qui est très sale. On va terminer par là. Là-bas également, il faut lutter, puisque là, si on a des eaux usées avec des salmonelles, du péril fécal qui coule. Vous touchez à un point essentiel. Voilà, et ces eaux-là vont là où il y a des fruits. Vous êtes d'accord avec moi que la contamination... Il y a des gens qui adorent la facilité. Lorsqu'il y a des câbles transportant de l'eau, les tuyaux qui sont sectionnés à des endroits, ces personnes-là vont se servir de l'eau là, plus près, pour venir laver des fruits. Le client n'a pas vu. Ah d'accord. Ils ont trouvé l'opportunité. Les tuyaux qui desservent la population, l'eau potable, lorsque ces tuyaux-là sont rompus, on va se servir. Il y a de l'eau là. Ça, c'est un danger. Oui, c'est un danger. C'est un danger. Si ça devait se passer comme ça, les fournisseurs d'eau auraient laissé chacun à son bon soin. Mais ils ont protégé ça. Il y a un incident qui est arrivé, une panne technique, il faut les appeler pour qu'ils viennent remédier à la situation. Mais la population, une partie de la population sort souvent venir se servir de l'eau à cet endroit-là, qui est un endroit pathogène. Et pourtant, le tuyau qui est cassé peut laisser entrer donc des eaux sales. Et effectivement, parce que ça peut aller dans les robinets. Si vous regardez là, il va avoir de l'eau qui va stagner. Bien sûr. Et certains vont vouloir se jouer les réparateurs
en récupérant tous ces éléments pour pouvoir raccorder ces pièces-là, ils ne prennent pas des précautions. Et puis, ça va laisser passer l'eau à travers et qui vont aller atterrir dans nos robinets. Bien sûr. Et puis, on les récupère, on les boit à notre aise. Et voilà, on se retrouve avec des maladies que l'État n'a pas prévues pour nous. Puisque l'État, lui, travaille à notre bien-être, à notre santé. Mais nous-mêmes, notre comportement est anti-hygiénique et qui pose de véritables problèmes de santé publique sur lesquels il faut agir quand on les voit comme des déterminants. Il faut pouvoir agir là-dessus. Donc également, dans vos messages, il faudrait donc sensibiliser également à ce niveau. Absolument, absolument. D'accord. Allez, en tout cas, merci à vous, messieurs. Dernière recommandation, docteur Guy, dernière recommandation. La dernière recommandation, c'est, je dirais que la population doit utiliser l'hygiène et aussi que les ordures ménagères soient enlevées de manière pérenne, c'est-à-dire régulièrement, et aussi que les usagers, la population fasse preuve de civisme. On doit adopter les comportements, tous les comportements qui peuvent favoriser notre cadre de vie. Notre cadre de vie. Et surtout informer. D'accord. Informer. D'accord. Et c'est ce rôle que vous jouez, c'est ce que nous faisons. On vous en féliciter. Merci Abedi. On vous encourage, bien sûr. Merci beaucoup. On vous encourage donc dans cette mission également. Félicitations à vous, médecin de prévention. Félicitations également à vous, la clinique connectée, docteur Guy Roland. Alors, je rappelle que vous êtes médecin homéopathe, spécialiste assainissement des pathologies. Et président de l'ONG Médecins de Prévention, je le disais à l'instant. Merci infiniment. Merci également à vous, monsieur Villa Bob Trevor. Vous êtes chercheur en système d'information et référent en télémédecine, également directeur général Afrique de la clinique connectée de l'Institut Pierre Delbé, France, et du laboratoire Pierre Delbé Research. Merci à vous d'avoir été là. Merci. Hebdo Santé, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à l'équipe de réalisation et surtout à vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, toujours sur Médian.